Envie et gratitude de Mélanie Klein, chapitre 4, partie 1. Une des conséquences de l'envie excessive est l'apparition précoce de la culpabilité. Si cette culpabilité prématurée est vécue par un moi encore incapable de la tolérer, elle est ressentie en tant que persécution et l'objet qui l'a suscité devient le persécuteur. Le nourrisson ne peut alors translaborer ni son angoisse dépressive, ni son angoisse persécutive, du fait qu'elles se confondent. Lorsque la position dépressive s'installe quelques mois plus tard, elle rencontre un moi déjà plus intégré et plus fort, plus apte à tolérer la douleur qu'entraîne la culpabilité et capable d'édifier les défenses correspondantes, surtout la tendance à la réparation. Si à un stade initial, c'est-à-dire au cours de la position paranoïde schizoïde, la persécution et la désintégration se trouvent renforcées par une culpabilité précoce, la translaboration de la position dépressive échoue également. On peut observer un tel échec chez tous nos patients, enfants ou adultes. Dès que la culpabilité apparaît, l'analyste devient un persécuteur et se trouve être l'objet d'accusations diverses. Dans tous ces cas, on trouve que la culpabilité n'avait pu être éprouvée au cours de l'enfance, sans entraîner aussitôt l'angoisse persécutive avec ses défenses correspondantes qui réapparaissent plus tard sous forme de projection sur l'analyste et de déni omnipotent. Il semble qu'une des sources les plus profondes de la culpabilité est toujours liée au sentiment d'envie à l'égard de son nourricier et à la crainte de l'avoir endommagé par des attaques envieuses dans ce qu'il a de bon. Le sujet peut d'autant mieux faire face à la culpabilité ainsi engendrée que l'objet originel avait été intégré avec une relative stabilité au cours de la prime enfance. Car l'envie est alors plus passagère et la relation au bon objet s'en trouve moins menacée. L'envie excessive s'oppose aux gratifications orales et stimule en les intensifiant les tendances et les désirs génitaux. Ainsi, l'enfant a trop prématurément recours aux gratifications génitales et la relation orale se génitalise tandis que leurs revendications et les anxiétés orales imprègnent fortement les tendances génitales. Les sensations et les désirs génitaux peuvent entrer en action dès la naissance. L'on sait par exemple que les petits garçons ont très tôt des érections. L'apparition précoce de ces sensations signifie que les tendances génitales viennent générer les tendances orales à un stade où prédominent normalement les désirs oraux. Ici encore, il faut tenir en compte des effets produits par une confusion précoce qui estompe les limites séparant les pulsions et les fantasmes oraux, anaux et génitaux. Que ces diverses sources de la libido et de l'agressivité empiètent les unes sur les autres est un phénomène normal. Un tel chevauchement qui empêcherait de percevoir suffisamment la prédominance d'une de ces tendances à son stade évolutif correspondant retentira
sur toute la vie sexuelle et sur toute les sublimations, une génitalité qui ne sera qu'une fuite pour échapper à l'oralité est nécessairement mal affermie. Elle se trouvera imprégnée de la méfiance et de déceptions liées à l'altération de la jouissance orale. Lorsque les tendances génitales viennent saper la primauté orale, elles rendent plus fragile la gratification de la sphère génitale et peuvent souvent être la cause de la masturbation compulsionnelle et de la promiscuité sexuelle. Le manque de jouissance primaire introduit des éléments compulsionnels dans le désir génitaux et peut alors mener, comme j'ai pu le constater chez certains patients, à l'envahissement de toutes les activités, de tous les processus de pensée et de s'intérêt le plus divers par les sensations sexuelles. La fuite dans la génitalité constitue aussi, chez certains enfants, une défense contre l'effet de haïr et d'endommager le premier objet à l'égard duquel il éprouve des sentiments ambivalents. L'installation prématurée de la génitalité peut être liée à l'apparition précoce de la culpabilité et représente l'un des éléments qui caractérisent la paranoïa et la schizophrénie. Lorsque l'enfant aborde la position dépressive et devient capable de mieux affronter sa réalité psychique, il perçoit aussi que ce que l'objet a de mauvais est dû dans une large mesure à sa propre agressivité et à la projection de celle-ci. Cette prise de conscience, comme on peut le constater dans la situation transférentielle, donne naissance à une souffrance psychique et à une intense culpabilité lorsque la position dépressive atteint son point culminant. Le soulagement et l'espoir qui apparaissent alors facilitent à leur tour la fusion de deux aspects de l'objet et du soi, ainsi que la translaboration de la position dépressive. Cet espoir est fondé sur la connaissance inconsciente croissante que l'objet interne et externe n'est pas aussi mauvais qu'il semblait l'être lorsqu'il s'est présenté sous ses aspects clivés. Pour l'enfant, l'objet s'améliore quand la haine se trouve atténuée par l'amour. S'atténue aussi la crainte d'avoir détruit l'objet par le passé et celle qu'il puisse être détruit dans l'avenir. N'étant pas endommagé, il semble être devenu moins vulnérable. L'objet interne acquiert une attitude lui permettant de se maîtriser et de se protéger. Sa force accrue joue un rôle important dans sa fonction surmoïque. La position dépressive est surmontée grâce à une plus grande confiance à l'égard du bon objet interne. Mais un tel résultat n'est pas définitivement acquis. Toute tension interne ou externe peut réactiver la dépression et la méfiance dans le soi et dans l'objet. Toutefois, la capacité de se dégager de ces états dépressifs et de reconquérir les sentiments de sécurité intérieure constitue, selon moi, le critère d'une personnalité bien développée. En revanche, réagir à la dépression
en durcissant ses propres sentiments et en niant la dépression, c'est régresser aux défenses maniaques utilisées lors de la position dépressive infantile. 12e partie, chapitre 4. L'envie à l'égard de son maternel et l'apparition de la jalousie sont directement liés. La jalousie se fonde sur la rivalité avec le père. Soupçonné est accusé de s'être emparé du sein maternel et de la mère. Cette rivalité marque les stades initiaux du complexe d'Oedipe, positif et négatif, qui apparaît normalement en même temps que la position dépressive au cours du second quart de la première année. L'évolution du complexe d'Oedipe est fortement influencée par les vicissitudes de la première relation exclusive à la mère. Lorsque cette relation est perturbée trop tôt, la rivalité avec le père apparaît prématurément. Les fantasmes de pénis se trouvant à l'intérieur de la mère ou dans son sein transforment le père en un intrus hostile. De tels fantasmes sont particulièrement intenses lorsque l'enfant n'a pas pu éprouver toute la jouissance et le bonheur dans sa première relation à la mère et n'a pas pu intérioriser son premier objet avec une suffisante sécurité. Un tel échec dépend en grande partie de l'intensité de l'envie. Au cours de la position dépressive, l'enfant intègre peu à peu ses sentiments d'amour et de haine, réussit à faire la synthèse des bons et des mauvais aspects de la mère et affronte le deuil qu'accompagne les sentiments de culpabilité. L'enfant acquiert aussi une meilleure compréhension du monde extérieur et il commence à prendre conscience qu'il ne pourra pas garder sa mère comme sa propriété exclusive, que la relation au second objet, le père, ou aux autres personnes de son entourage puisse aider ou non l'enfant à surmonter cette douleur dépend en grande partie de ses affects à l'égard de son unique objet perdu. Si cette relation a été solidement établie, la crainte de perdre la mère est moins intense et l'enfant pourra mieux envisager de la partager avec autrui. Il peut alors éprouver plus d'amour envers ses rivaux. Tout ceci présuppose une translaboration suffisante de la position dépressive, possible à condition que l'envie à l'égard de l'objet originel ne soit pas excessive. Nous savons que la jalousie est inhérente à la situation oedipienne et qu'elle s'accompagne de haine et de désir de mort. Normalement, l'acquisition de nouveaux objets susceptibles à être aimés, le père, le frère et sœur, et d'autres compensations que le moi, en se développant, puisse dans le monde extérieur atténuer la jalousie et les revendications. Si les mécanismes paranoïdes et schizoïdes sont intenses, la jalousie et, en dernier lieu, l'envie, ne sera pas atténuée. L'évolution du complexe d'Oedipe est essentiellement influencée par tous ces facteurs. Le fantasme que le sein maternel ou la mère contiennent le pénis du père ou que le père contient la mère compte parmi les éléments intervenant au stade initiaux du conflit oedipien. Ils permettent à l'image des parents combinés de s'édifier. J'ai déjà insisté sur l'importance de ces fantasmes. L'intensité de l'envie
et de la jalousie wépidienne retentit sur les effets produits par l'image des parents combinés qui doit permettre à l'enfant de différencier les deux parents et d'établir de bonnes relations avec chacun d'eux. L'enfant subordonne que les parents se satisferont sexuellement l'un de l'autre. Le fantasme de l'image parentale combinée, qui connaît aussi d'autres sources, se trouve renforcé. Si ces angoisses sont très actives et persistent trop longtemps, elles peuvent entraîner une perturbation durable dans la relation de l'enfant avec les deux parents. Cette incapacité à dissocier la relation au père et la relation à la mère, car dans l'esprit du sujet, les parents sont inextricablement liés, se trouve chez les malades graves et joue un rôle important au cours de cet état de confusion mentale. Si l'envie n'est pas trop importante, la jalousie qui accompagne la situation wépidienne peut devenir un moyen pour la translaborer. Lorsque apparaissent le sentiment de jalousie, l'hostilité se porte non pas tant sur l'objet originel que sur ses rivaux, les pères ou les frères et sœurs. Est introduit aussi un effet de dispersion. En se développant, ces relations donnent naissance à des sentiments d'amour et deviennent une nouvelle source de gratification. Lors du passage des désirs oraux aux désirs génitaux, le rôle de la mère en tant que dispensatrice du plaisir oral devient moins important. Chez les garçons, une grande partie de la haine est déviée sur les pères enviés, pour autant qu'ils gardent la mère en ses possessions. C'est la jalousie wépidienne typique. En dirigeant ses désirs génitaux sur les pères, la petite fille pourra trouver un autre objet d'amour. Ainsi, dans une certaine mesure, la jalousie supplante l'envie. La mère devient le rival principal. La petite fille convoite la place de la mère. Elle désire posséder les enfants que le père aimé donne à la mère et s'occuper d'eux. L'identification à la mère dans ses rôles favorise un éventail plus vaste de sublimation. La translaboration de l'envie au moyen de la jalousie constitue aussi une défense importante contre l'envie. La jalousie apparaît bien plus acceptable et donne moins lieu à la culpabilité que l'envie primaire qui détruit l'objet bon, le premier bon objet. Il nous est souvent donné de constater les rapports étroits qui existent entre la jalousie et l'envie au cours de la psychanalyse. Un de mes patients éprouvait une violente jalousie à l'égard d'un homme avec qui, pensa-t-il, j'étais très lié, puisqu'il eut l'impression que de toute façon je devais être ennuyeuse et de peu d'intérêt dans ma vie privée, et soudain toute l'analyse lui parut ennuyeuse. C'est fou les patients lui-même qui vit là une défense et fut ainsi amené à reconnaître que sa dévalorisation de l'analyse était le résultat d'une nouvelle vague d'envie. Un autre facteur qui contribue dans une grande mesure à attiser l'envie est constitué par l'ambition. Elle est d'abord à mettre en relation avec la rivalité et avec la compétition de la situation wépidienne. Mais
lorsqu'elle est particulièrement intense, il est évident que ses origines sont à chercher plus haut, dans les sentiments d'envie à l'égard de l'objet originel. L'impossibilité de réaliser ces ambitions résulte souvent du conflit qui oppose le besoin impérieux de réparer l'objet, endommagé par l'envie destructive, à une nouvelle résurgence de l'envie. En découvrant l'envie du pénis chez la femme et ses liens avec les pulsions agressives, Freud fit une contribution fondamentale à l'étude du sentiment d'envie. Lorsque l'envie du pénis et les désirs de castration sont intenses, l'objet envié, à savoir le pénis, doit être détruit et l'homme qui le possède doit en être privé. Dans sa analyse finie et indéfinie, Freud souligne les difficultés auxquelles se heurte la femme dans l'analyse, du fait qu'elle ne peut jamais acquérir le pénis qu'elle désire. Freud dit que la femme éprouve la conviction intime que le traitement analytique ne saurait servir à rien et qu'il est impossible de l'aider. Il est difficile de lui donner tort lorsqu'on apprend que la motivation la plus forte qui la pousse vers l'analyste est l'espoir d'acquérir quand même un jour l'organe sexuel masculin si douloureusement manquant. J'ai déjà évoqué les nombreux facteurs qui contribuent à l'envie du pénis. Je me bornerai ici à envisager l'envie du pénis chez la femme sous l'angle de son origine orale. Sous la prédominance des désirs oraux, une équivalence peut s'établir entre les pénis et les seins maternels. Abraham. L'expérience clinique montre que l'on peut rattacher l'envie du pénis à l'envie du sein maternel. Si l'on aborde sous cette incidence l'analyse de l'envie du pénis chez la femme, on peut constater qu'elle prend son origine dans la relation primitive à la mère, dans l'envie fondamentale du sein maternel et dans les sentiments destructifs qui l'accompagnent. Freud a su dégager l'importance vitale de l'attitude de la fille à l'égard de sa mère, attitude qui conditionnera plus tard sa relation avec les hommes. Lorsque la fille transfère l'envie du sein maternel sur le pénis du père, son attitude homosexuelle peut s'en trouver renforcée. Les angoisses intenses et le conflit qui apparaissent dans la relation orale peuvent aboutir à l'abandon brusque et soudain du sein maternel au profit du pénis. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme de fuite qui ne saurait instaurer des relations stables avec les seconds objets. Si l'envie et la haine éprouvées à l'égard de la mère sont la raison principale d'une telle fuite, elle se trouve bientôt transférée sur le père. Aucune relation affectueuse avec lui ne sera établie de façon durable. En même temps, la relation envieuse à la mère s'exprime dans une rivalité oedipienne exagérée. Ce n'est pas tant l'amour pour le père qui est à la base de cette rivalité que l'envie à l'égard de la mère possède à la fois le père et son pénis. L'envie vécue à l'égard du sang se trouve intégralement transposée dans la situation oedipienne. Le père, ou son pénis, est devenu une dépendance,
de la mère et c'est pour cette raison que la fille entend le lui ravir. Dès lors, tout succès qu'elle remporte dans ses relations masculines prendra l'essence d'une victoire sur une autre femme. Cette rivalité existe même à défaut d'une vraie rivale, car la rivalité s'adresse alors à la mère de l'homme aimé, comme le cas par exemple dans les relations souvent difficiles entre belle-fille et belle-mère. Si l'homme se trouve surtout valorisé parce que sa conquête est une victoire remportée sur un rival, la femme peut se désintéresser de lui dès que cette conquête est achevée. L'attitude à l'égard de la rivale signifie alors « Toi, qui représente la mère, tu possèdes ces seins merveilleux auxquels je ne pouvais accéder parce que tu me les refusais et que je désire encore te ravir. En conséquence, je te dévore ces pénis qui t'est cher. » Le besoin de renouveler chaque fois cette victoire sur un rival explique souvent la quête incessante d'un autre homme. Lorsque la haine et l'envie à l'égard de la mère ne sont pas aussi intenses, la déception et la rancune peuvent pourtant détourner la fille de sa mère. Mais l'idéalisation du second objet, à savoir du pénis paternel et du père, devient alors possible. L'idéalisation se rattache à la quête d'un bon objet, qui ayant échoué une première fois peut échouer de nouveau. Cette quête peut aboutir si l'amour pour le père prédomine dans la situation de jalousie, car la haine à l'égard de la mère peut s'associer à l'amour pour le père et plus tard à l'amour pour d'autres hommes. Dans ces cas, l'amitié avec une femme devient possible, à condition que celle-ci ne représente pas un substitut maternel de façon trop évidente. Les amitiés féminines et l'homosexualité sont alors fondées sur la nécessité de trouver un bon objet qui puisse remplacer l'objet primordial qui a été évité. Le fait que certains sujets, hommes ou femmes, puissent établir de bonnes relations d'objets est souvent trompeur, car l'envie à l'égard de l'objet original reste sous-jacente. Bien qu'elle soit séparée par un clivage, elle demeure active et peut perturber n'importe quelle relation. Une frigidité plus ou moins marquée apparaît souvent comme une conséquence d'une attitude instable à l'égard du pénis, car elle est surtout fondée sur une fuite devant l'objet originel. La capacité d'éprouver la gratification orale pleine et entière, qui dépend fondamentalement d'une relation satisfaisante à la mère, préside à la possibilité d'une pleine satisfaction orgasmique. Freud. L'envie du sein maternel joue un rôle tout aussi important chez les hommes. Lorsque l'envie est trop intense et s'oppose à la gratification orale, la haine et l'angoisse sont transférées sur les vagins. Une évolution génitale normale doit permettre au garçon de conserver sa mère en tant qu'objet d'amour. Si cette relation orale est profondément perturbée, des difficultés vont surgir et retentir sur son attitude génitale à l'égard des femmes.
Une perturbation de la relation au sein maternel d'abord, puis au vagin peut entraîner des troubles divers. L'impuissance sexuelle, un besoin compulsif de gratification génitale, la promiscuité sexuelle et l'homosexualité. Une des sources de la culpabilité homosexuelle réside dans les sentiments de s'être détourné de la mère avec elle et de l'avoir trahi, en saillant au pénis du père et au père lui-même. Au cours du stade épidien, mais aussi plus tard dans la vie, cette trahison d'une femme aimée peut perturber les amitiés masculines, même si elle n'affecte pas une allure ouvertement homosexuelle. D'autre part, la culpabilité envers une femme aimée et l'anxiété qu'elle suppose peuvent précipiter leur réaction de fuite et renforcer les tendances homosexuelles. L'envie excessive à l'égard du sang peut facilement s'étendre à tous les attributs féminins, en particulier à la faculté d'avoir des enfants. Si le développement est normal, l'homme cherchera à compenser l'inassouvissement de ses désirs féminins en établissant une relation heureuse avec sa femme ou sa maîtresse et en assumant son rôle paternel à l'égard des enfants qu'elle lui donnera. Une telle relation ouvre de nouvelles voies, par exemple la possibilité de s'identifier à l'enfant et de compenser aussi son envie et ses frustrations précoces. De même, les sentiments d'avoir engendré un enfant neutralise le premier sentiment envieux à l'égard de la féminité de sa mère. L'envie joue un rôle dans le désir de s'emparer des attributs du sexe opposé, ainsi que de s'approprier ou de détériorer ceux du parent du même sexe. Ainsi, dans la situation wépidienne positive ou négative, la jalousie et la rivalité paranoïde apparaissent dans les deux sexes aussi différentes que soit leur évolution et trouvent leur origine dans l'envie excessive à l'égard de l'objet originel, la mère, ou plutôt le sang maternel. Troisième partie, chapitre 4. Le bon sang qui nourrit et amorce la relation d'amour à la mère est le représentant de la pulsion de vie. Il est aussi ressenti comme étant la première manifestation de la créativité. Au cours de cette relation fondamentale, l'enfant non seulement reçoit la gratification qu'il désire, mais éprouve les sentiments d'être maintenu en vie. La faim engendre la peur de l'initiation, peut-être même de toute souffrance physique ou morale. Et de ce fait, elle est ressentie comme une menace de mort. L'identification à un bon objet intériorisé, dispensateur de vie, donne une impulsion à la créativité. À première vue, les sujets semblent convoiter le prestige, la richesse et la puissance d'autrui. En fait, son véritable but est la créativité. La capacité de donner et de persévérer la vie est ressentie comme le don le plus précieux. Et la créativité devient ainsi la cause la plus profonde de l'envie. L'idée que l'envie implique une destruction
de sa créativité se retrouve dans le paradis perdu de Milton. Satan, envieux de Dieu, décide de devenir le usurpateur du ciel. Son combat avec Dieu, au cours duquel il tente de détruire la vie céleste, entraîne sa chute et celle des autres singes. Déchus, ils bâtissent l'enfer pour rivaliser avec le ciel et devient la force qui cherche à détruire ce que Dieu a créé. Cette idée théologique nous viendrait de saint Augustin qui décrit une force créatrice, la vie, qui l'oppose à une force destructrice, l'envie. On peut, dans cette perspective, interpréter ainsi la première épître aux Corinthiens. L'amour ne saurait envier. Mon expérience analytique m'a appris que le sentiment envieux à l'égard de la créativité joue un rôle fondamental dans toute perturbation du processus créateur. Le fait de détériorer et de détruire la source initiale de ce qui est bon a tout fait d'aboutir à une attaque et à la destruction des enfants contenus dans le ventre maternel et entraîne la transformation du bon objet en un objet hostile, critique et envieux. Les figures surmoïques sur lesquelles se projette l'envie deviennent particulièrement persécutoires et entravent le processus de pensée. Toute activité productrice est en fin de compte la créativité. La critique destructive, souvent qualifiée de mordante et de pernicieuse, est sous-entendue par une attitude envieuse et destructrice à l'égard du sein maternel. De telles attaques sont surtout dirigées contre la créativité. L'envie est un loup vorace, comme l'écrit Spencer dans The Fairy Queen. He hated all good works and virtuous deeds. And dig the verse of famous poets with, he does backbite and spiteful poison spews from leprous mouth on all that ever read. Il essaie les bons ouvrages et les exploits vertueux et de l'esprit des poètes fameux, il médite aussi, vomissant de sa bouche lépreuse, un venin malveillant sur ce qu'il faut écrire. Une critique constructive reconnaît d'autres sources. Elle vise à aider autrui et à promouvoir son œuvre. Quelquefois, la critique constructive dérive d'une identification intense avec l'auteur de l'œuvre critiquée. Il n'est pas exclu qu'une attitude maternelle ou paternelle soit également en jeu. Souvent, aussi une confiance en sa propre créativité neutralise l'envie. L'absence de sentiment d'envie chez les autres peut être un facteur particulier qui fait naître l'envie. La personne enviée possède ce qui est fondamentalement le bien le plus précieux et le plus désirable, à savoir un bon objet, ce qui signifie aussi avoir bon caractère et jouir d'une bonne santé mentale. Celui peut se réjouir généreusement de la créativité et du bonheur des autres, ne souffre pas des tourments de l'envie.
de la revendication et de la persécution. Libérer ces sentiments malheureux qu'engendre l'envie, il peut vivre de façon paisible et satisfaite, et, en fin de compte, se sentir sain d'esprit. Ceux qui ont connu des grands malheurs et des souffrances morales trouvent les ressources intérieures, le ressort qui leur permettront de rétablir l'équilibre. Une telle attitude, où l'on retrouve la reconnaissance pour les plaisirs passés et la jouissance de ce que les présents offrent encore, est celle de la sérénité. C'est ainsi que les gens âgés peuvent s'adapter à l'idée que la jeunesse ne saurait être retrouvée et retrouver du plaisir à s'intéresser à la vie des jeunes. Ce peut être le cas des parents revivant leur propre vie à travers leurs enfants et leurs petits-enfants, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un sentiment exagéré de possessivité ou d'une ambition déçue. Ceux qui ont le sentiment d'avoir eu leur part des expériences et des plaisirs de la vie sont, plus que d'autres, à même croire que la vie ne saurait s'arrêter. Être capable de se résigner sans trop d'amertume et conserver pourtant la possibilité d'éprouver du plaisir signifie que lors de sa prime enfance, le sujet a su jouir du sein maternel sans envier démesurément la mère pour en être la détentrice. Le bonheur vécu au cours de l'enfance et l'amour du bon objet qui en régit la personnalité sous-tendant la capacité de jouissance et de sublimation, leurs conséquences se font sentir jusqu'à un âge avancé. Quand Goethe écrit « Celui qui peut réconcilier la fin de sa vie avec son commencement est le plus heureux des hommes ». Je suis tentée d'interpréter ces commencements comme étant la première relation heureuse à la mère qui, tout au long de sa vie, atténue la haine et l'angoisse et continue à dispenser son réconfort et son appui au sujet âgé. Un jeune enfant qui a pu instaurer son bon objet avec sécurité peut trouver des compensations aux pertes et aux privations de l'âge adulte. Tout ceci paraîtra toujours inaccessible à l'envieux, pour autant qu'il ne sera jamais satisfait et que ses sentiments d'envie se voient constamment renforcés.